Bien, mes chers collègues, si vous le voulez bien. Ah oui. On va demander au Benjamin du conseil de nous faire l'appel. Alors, pour l'appel. Voilà, pour l'appel. Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Moi. Marie-Odile Armandon. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Roger Mossé. Il y a un pouvoir. Il a eu une intervention. Roger Mossé, que j'ai eu au téléphone. Bon, il n'est pas là pour encore quelques temps, mais tout va bien pour lui. Edmond Eutedjian. Édouard Alexander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Armand Chamla. Claudine Achintre. Encore. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. Geneviève Martin. André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Piracini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro Pouvoir. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Et Hervé Plisson. Encore. Bien, mes chers collègues, comme vous le voyez, beaucoup de places et de pouvoirs sont donnés parce que je crois que la grippe a atteint un certain nombre de nos collègues. Je vous souhaite à toutes et à tous de ne pas l'attraper. Je sais que le premier adjoint depuis hier est au fond de son lit, c'est pour ça que j'avais son pouvoir. Mais bon, ça fait partie des choses de la vie, comme on dit vulgairement. Voilà. Et puis je dirais aussi qu'il faut bien faire travailler mes confrères. Ça c'était c'était simplement pour un petit côté un peu sympathique. Voilà. Donc je souhaitais remercier tous les acteurs qui ont participé au 8e salon de l'Orchidée, qui s'est tenu donc la semaine dernière pour la première fois sur Bouc-Bel-Air. Et c'est plus de 3000 visiteurs. C'est plus de 3000 visiteurs qui sont venus admirer ces merveilles de la nature. Je tiens également à féliciter les commerçants du centre commercial de la salle pour les animations proposées, notamment la patinoire qui a rencontré un vif succès et l'animation par le Big Bang aussi de Bouc-Bel-Air. Je souhaite également vous signaler que notre comité de jumelage a identifié une ville avec laquelle Bouc-Bel-Air pourrait se jumeler. Il s'agit de la commune de Fiesole, juste à côté de Florence. Je vous tiendrai informé des avancées prochainement, puisqu'on a eu un conseil d'administration du comité de jumelage qui s'est tenu jeudi soir, dans cette salle ici même, et il y a même un film qui a été projeté sur la commune en question, donc on est en train de digérer un peu tout ça, mais on a l'occasion d'en reparler. Je vous rappelle que l'exposition de gravures et stampes contemporaines a démarré samedi dernier au château et se terminera le 26 février. Le festival Région en Seine a également fait escale à Bouc-Bel-Air les 11, 12 et 13 février dernier pour mettre à l'honneur le spectacle vivant. Je tiens à rappeler que notre commune est tous les jours le théâtre d'actions associatives à l'image des multiples lotos qui se déroulent chaque fin de semaine dans la salle des fêtes. Je voulais vraiment souligner le travail effectué par tous ces bénévoles pour servir une noble cause. Je salue notamment celui de dimanche dernier organisé par l'association Étincelle 2000. Dimanche dernier, c'était donc hier. Le conseil de ce soir, je vous annonce qu'aura lieu au château du 12 au 22 mars prochain, l'exposition du Quai de la Joliette au Quai Conti, 50 ans de cinéma. Cette exposition exceptionnelle vous présentera des affiches originales et objets de films. Le conseil de ce soir fera le point sur notre bibliothèque. Nous parlerons ensuite du PLU, dans le cadre urbanisme. Nous allons ouvrir, si vous en êtes d'accord, une zone à l'urbanisation afin de prévoir les infrastructures routières pour desservir le pôle jeunesse et la nouvelle école, et nous demanderons une subvention pour acquérir le reste de notre parc automobile. Enfin, je profite de ce conseil municipal pour vous présenter les avancées que j'ai obtenues de nos partenaires institutionnels pour l'aménagement du carrefour des Trois Pigeons. Et là, on va passer à
Donc peut-être demander à ceux qui sont ici, peut-être de vous mettre là-bas, de manière à pouvoir voir ce qui va être projeté. Voilà. Oui, c'est maintenant qu'on le fait, non? Vous voulez qu'on le fasse à la fin? On le fera à la fin. Si vous n'êtes pas prêts, on le fera à la fin. Ok. Donc on en reparlera tout à l'heure. Alors, je sais, j'ai pas l'ordre du jour, il est là, voilà. Donc le premier point, c'est le point habituel, adoption du compte-rendu de la séance du 26 janvier 2015. Donc je ne vais pas revenir dessus à chaque fois ce qu'on dit. Donc est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Il n'y en a pas, donc voix contre. Il n'y en a pas, abstention. Il n'y en a pas non plus, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, il faut que je vous informe des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales. Donc, il s'agit d'un emprunt, un arrêté du 14 janvier 2015 pour un emprunt de 1 million d'euros, qui était donc prévu au budget 2014, mais qui ne s'est fait, on n'avait pas besoin avant, donc qui s'est fait au 14 janvier 2015 pour financer les investissements en 2014, c'est la réponse à réaliser évidemment. Le taux d'intérêt du prêt est un taux fixe à 2,18%, durée 15 ans, et le mode de versement des fonds le 23 janvier 2015 avec des échéances semestrielles. Et le point de départ de l'amortissement, puisque c'était le 23 janvier 2015, le point de départ de l'amortissement par semestrialité est donc le 23 juillet. Donc, est-ce que je peux vous dire encore que le TEG est de 2,19, soit un taux de période de 1,095 pour une période semestrielle. Voilà. Voilà. Et le deuxième arrêté, c'est le même jour. C'est aussi un emprunt de 1 million d'euros. Je ne sais pas pourquoi on en a deux différents. Pourquoi on n'a pas fait celui-là? Ah d'accord, ok, j'ai vu. Ok, voilà. Autant pour moi, j'avais qu'à lire jusqu'au bout. Donc c'est le même prêt, le même taux, mais seulement le versement intégral des fonds ne se fera que le 6 mars 2015. On n'a pas besoin d'argent avant, puisqu'on aura à ce moment-là à payer une grosse avance pour le maître d'ouvrage délégué en ce qui concerne le pôle jeunesse. Voilà. Donc c'est le même prêt, mais lui ne sera que débloqué le 6 mars, contrairement à l'autre qui a été débloqué le 23 janvier. Ceci étant, évidemment, c'est aussi un semestriel, et le départ de l'amortissement se fera non pas le 23 juillet, mais le 6 septembre, tout simplement pour vous expliquer qu'on a des mensualités, enfin, des paiements à faire, des échéances, merci Monique, des échéances qui étaient au mois de janvier pas très importantes et au mois de septembre non plus, donc ça nous permet de correspondre à un moment donné où on a des échéances qui ne sont pas très très grosses. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc je vous rappelle, c'était le budget 2014 qui dans les restes à réaliser 2014. Pas de questions. Donc ensuite nous avons demande de subvention exceptionnelle pour l'acquisition de véhicules pour le parc automobile municipal auprès du Conseil général 13, évidemment, on ne va pas demander à celui du Vaucluse. Donc il s'agit simplement, on a déjà vu une première fois, on a passé la moitié du parc automobile, maintenant il s'agit de passer la deuxième moitié, donc c'est ce qu'on avait fait au mois de, je ne sais plus quand, donc qui est en passe d'être réalisé d'ailleurs, en novembre, on l'avait passé en novembre, maintenant on passe le deuxième lot. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions, mais il s'agit simplement de demander la subvention. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la mise à jour du règlement intérieur de la bibliothèque municipale suite à une modification d'horaire. Nous écoutons Marie-Odile Armandon. Il marche. Ça marche. Donc la bibliothèque a changé d'horaire au 1er janvier 2015, donc il faut mettre à jour le règlement intérieur. Vous avez pu voir dans la note de synthèse les horaires au jour le jour. Donc pour la bibliothèque du village, ça fait un total de 31 heures.
Et pour la Bastille de la Salle, ça fait un total de 5 heures pour les ouvertures sur la semaine. Donc la bibliothèque municipale au total est ouverte 36 heures. Je voudrais préciser que la moyenne nationale d'ouverture des bibliothèques, c'est 19 heures. Donc on est largement ouvert pour satisfaire le plus de monde possible. L'amplitude horaire a été étendue, c'est-à-dire que le soir, elle est ouverte plus souvent tardivement. Le mercredi, c'était jusqu'à 18h au lieu de 19h. Le lundi, c'est jusqu'à 19h au lieu de 17h. Et le samedi matin, on commence à 9h au lieu de 10h par rapport aux anciens horaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons le bilan d'activité de la bibliothèque pour l'année 2014. Rapporteur Marie-Odile Armando. Voilà, là c'est une information. Donc les inscrits à la bibliothèque se comptent au nombre de 2134. Il y a 748 responsables de famille qui habitent Bouc-Bel-Air et 37 hors commune. Les heures d'ouverture en 2014 étaient un peu plus importantes. Elles s'élevaient à 41 heures d'ouverture par semaine. On a prêté 96 124 documents. Vous savez qu'on reçoit les classes. On a reçu 50 classes sur 263 créneaux, ce qui fait 7 441 enfants qui ont été accueillis à la bibliothèque. On ne prête pas que des livres à la bibliothèque, on a aussi des DVD. Et il y a 11 601 DVD qui ont été prêtés sur notre fonds propre de la bibliothèque et sur les DVD qui sont prêtés par la bibliothèque centrale. La bibliothèque de la Salle, même si elle est ouverte qu'une journée par semaine, a prêté 5134 documents. Il y a une possibilité, vous avez peut-être vu sur Internet, de réserver les livres. Vous pouvez vous mettre en liste d'attente et ensuite, quand ils sont disponibles, on vous le fait savoir. Et il y a 2668 documents qui ont été réservés de cette façon par nos lecteurs. En ce qui concerne les acquisitions, la bibliothèque a acquis 387 livres pour adultes, 458 pour les enfants, 479 revues, 80 DVD et 101 livres au format numérique. Donc la collection à disposition du public s'élève à 33 125 documents. Soit ces documents appartiennent à la bibliothèque, soit à la bibliothèque départementale. Donc en plus de tout ce qui est consultation de livres, il y a aussi des animations organisées à la bibliothèque, notamment le mercredi pour les enfants. L'association 1001 paroles a reçu 300 enfants. Les bibliothécaires Mireille et Agnès, pour les histoires du mercredi, ont reçu 350 enfants. Il y a eu aussi des contes pour adultes. L'opération communautaire, qui est une commune auteur, qui est proposée par la CPA. C'est la CPA qui offre un livre à chaque élève des 2 classes qui participent à cette animation. Et l'auteur vient discuter avec les enfants. Et cette animation a beaucoup de succès. Il y a aussi des animations qui sont proposées par la bibliothèque départementale de Pré, et cette année, le thème était la Nouvelle-Zélande, donc on a eu une lecture à la bibliothèque. Le prix des lecteurs, il est organisé en 2014 pour la 4e édition, et il y a 13 écrivains qui avaient postulé, et la personne qui a remporté le prix des lecteurs est Bernadette Tumrel. Le thème, c'était sur la guerre de 14 l'année dernière. La baleine qui divague, il y a eu une séance aussi de contes pour tout public. On fait aussi des rencontres. On a notamment fait une rencontre avec Reine Chouraki, qui avait été mise à l'honneur le 27 avril en étant décorée pour ses faits de résistance. Et donc elle est venue parler de son livre à la bibliothèque. Une autre animation a été faite par une compagnie, La Naïve, toujours à propos de la guerre de 14. Dans le cadre de Mon Échappée Belle, le festival dédié aux familles et aux enfants, qui se déroule en avril, nous avons reçu aussi un conte. Et enfin, une soirée poésie offerte par la CPA. Je parlais tout à l'heure des liseuses informatiques, donc on les a depuis 2013, et grâce à une subvention de la DRAC, ce sont 10 liseuses qui sont mises à disposition des lecteurs. Et avec une subvention cette année, on a pu acheter des livres pour ajouter au prêt.
La bibliothèque s'occupe aussi de tout ce qui est l'archivage pour la mairie, et donc il y a eu de nombreuses archives faites et 131 dossiers qui ont été demandés en 2014 par les services de l'urbanisme, ressources humaines et services des finances à la bibliothèque pour pouvoir les consulter. Voilà. Ce bilan vous sera communiqué par mail. Non, mais s'il y a des questions à poser, M. Plisson. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, l'annexe de la Bastide de la Salle était-elle utilisée par les écoles de la Salle, puisque c'est à proximité immédiate? Non, elle ne peut pas être utilisée par l'école parce qu'elle est trop petite. On ne peut pas recevoir une classe entière. Donc, et la politique culturelle qui est menée sur la ville, c'est d'apprendre aux enfants à venir à la bibliothèque du village de façon à être reçus dans les mêmes conditions, de façon égalitaire, quelle que soit l'école, qu'elle soit l'école des Pins, de la bergerie, des Chapeaux ou de la Salle. Voilà. D'accord. Encore faut-il alors à ce moment-là qu'il y ait des systèmes de bus. Oui, il y a des transports scolaires qui sont... C'est pour ça que je me disais, à la Salle, ils sont juste à côté. Non, mais elle est trop petite. Non, voilà. Voilà, ok. Merci. Non, c'est vrai, M. Plisson, vous avez raison, on s'est posé la question parce que c'est à côté de l'école, bon, mais il y a une salle qui est beaucoup plus petite. Ce que vient vous expliquer Marie-Odile Armandon, il n'y a pas la même égalité pour chaque gamin, et en fait la bibliothèque municipale, c'est la bibliothèque municipale. Voilà. Autre question, donc c'est pas à mettre aux voix, puisqu'il s'agit simplement d'un bilan. Ok, bien écoutez, passons à la délibération suivante. Il s'agit de la prescription de la modification numéro 3 du PLU, ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 2AU, secteur Montory. Rapporteur Monique Salomon. Merci, monsieur le maire. Je voudrais d'abord apporter un petit rappel concernant les procédures, si vous voulez, du PLU. Pour être en cohérence en fait avec les objectifs qui étaient fixés dans notre programme, la révision générale du PLU a été prescrite le 11 juillet 2014 et elle est en cours actuellement et elle devrait être effective avant la fin de l'année 2015. Alors pourquoi cette modification numéro 3 ? Il faut savoir que dans le PLU 2012, un certain nombre de zones ont été classées en zone 2AU ou 3AU, ce qui signifie que ce sont des zones d'urbanisation future dont l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée à une procédure de modification du PLU. De plus, la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, c'est-à-dire la loi ALUR, impose à une collectivité que, lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Vous savez qu'un pôle jeunesse est en cours de construction avec une école élémentaire et une maternelle, mais aussi un centre aéré et un espace jeune. Aucune voie d'accès n'avait été envisagée pour ce programme conséquent, construit près du collège Georges Brassens, du complexe Guidrut, du terrain de foot, etc., et de futurs équipements publics. Nous avions donc l'obligation de trouver les moyens pour créer une nouvelle voie d'accès sud-nord à double sens, avec trottoirs et pistes cyclables, pouvant absorber tous les accès, piétons, bicyclettes, voitures, en toute sécurité, car la circulation est déjà problématique à certaines heures aujourd'hui. Il a donc été envisagé de réaliser un projet à vocation d'habitat sur un terrain de 4 hectares du quartier Montory, situé à proximité des équipements publics actuels et futurs. Défini par l'équipe municipale avec le porteur de l'opération, ce projet d'éco-hameau comprendra environ 130 logements, dont 90 logements sociaux, et des logements en accession sociale à la propriété pour des primo-accédants en maison individuelle et aussi en collectif. La municipalité a souhaité limiter les hauteurs des constructions en R+1 et un peu en R+2 et de penser à des maisons individuelles pour la primo-accession pour nos jeunes.
Prévoir aussi un traitement urbain et paysager de qualité. Que les parkings soient aménagés prioritairement en sous-sol pour les habitations et en surface pour les visiteurs, et inclure un espace collectif central au futur quartier avec notamment des jeux d'enfants. Et prévoir aussi des lieux d'intérêt collectif avec des places, jardins privatifs, espaces verts et la création d'un terrain collectif central porteur de lien social pour organiser des jardins partagés. C'est grâce à la réalisation de ce programme de mixité sociale que toutes les opérations complémentaires d'aménagement vont pouvoir être réalisées, dont aussi les trottoirs et pistes cyclables sur la rue Pythéas, ainsi que sur la rue Jacques-Yves Cousteau, qui vont permettre d'accéder aux équipements publics. Remarque, nous devons rappeler que le préfet a imposé à la commune la réalisation de 227 logements sociaux sur 3 ans, donc 76 par an, et que nous avons un déficit de 904 logements sociaux pour lesquels nous déboursons une pénalité de 230 € par logement manquant, ce qui fait une pénalité de 200 000 € par an, et qui pourrait être multipliée par 5 si nous ne réalisions pas les objectifs fixés sur 3 ans. D'autre part, le préfet, dans ce cas-là, pourrait préempter un terrain et faire construire des logements sociaux par un bailleur social à notre place. Dans ce projet, chaque hameau sera clôturé et fermé. La densité sera de 34 logements à l'hectare, c'est-à-dire bien inférieure à d'autres opérations antérieures sur la commune, c'est-à-dire celles qui se sont faites sur l'avenue Thiers à hauteur du feu tricolore. Monsieur le maire vous propose de valider les justifications de l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 2AU de Montory à travers cette modification numéro 3 du PLU. La zone sera ainsi reclassée en zone 1AU, indicée selon les emprises au sol, et fera l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation. Voilà, après cette brillante exposé de Monique Salomon, est-ce que vous avez des questions? Je vous en prie, madame. Ce n'est pas des questions, c'est plutôt une remarque. Alors, lors de la réunion plénière du 10 février dernier, il nous a été présenté donc, le projet de l'éco-hameau de Créole-Montory. Un tel projet qui tient compte des préconisations de la loi en termes de logements sociaux, nous ne pouvions que l'approuver, et pourtant nous souhaitons pointer du doigt certaines incohérences. Quel constat faisons-nous? Alors qu'aujourd'hui, la stratégie en termes d'urbanisme est de restreindre le mitage territorial coûteux à la commune, d'être en adéquation avec une politique de développement durable qui doit préparer les générations futures, notamment à une réduction de l'usage des voitures, nous avons là, avec votre projet, monsieur le maire, l'exemple type d'une totale régression malgré le jauni long d'éco-hameau. Comment expliquer la construction d'une route à double sens de circulation hyper fréquentée en plein milieu de cet éco-hameau? Alors il devient impératif d'avoir une vision générale en termes de développement du territoire bouquin. Comment envisager un tel projet qui se déconnecte volontairement d'une étude déjà effectuée par le Centre d'études techniques de l'équipement pour toute cette plaine et qui de fait se détache de toute perspective à long terme d'une dynamique socio-économique? Comment peut-on construire autant de logements sans prévoir un schéma de transport collectif? Il est prévu par logement 2 places de parking, dont une place en souterrain. N'importe lequel d'entre nous qui vit depuis des années à Bourg-Bel-Air et qui connaît un peu le secteur sait que cette zone est sujette à des aléas hydrauliques importants. Les travaux de la piscine en avaient été une belle illustration. Comment envisager, à l'heure où nous parlons toujours de problèmes budgétaires, de solliciter de gros moyens financiers pour consolider des fondations qui risquent à tout moment de flancher? Vous vous élevez en permanence contre la loi Duflot et vous allez au-delà des attentes de la préfecture qui vous préconise 76 logements. Nous ne pouvons que vous féliciter. Pourtant, nous souhaitons vous alerter sur le point suivant. Il faut mettre l'accent aujourd'hui sur un maillage territorial qui favorise une réelle mixité sociale. Votre projet se présente aujourd'hui dans une configuration de concentration qui nous paraît trop importante.
Nous sommes pour la construction de logements sociaux, mais plus encore pour une réussite harmonieuse du vivre ensemble et pour la préservation des espaces de Bouc-Bel-Air. Et pour conclure, Monsieur le maire, la nécessité de construire 90 logements sociaux dans le périmètre imparti passera très certainement par une dérogation, et c'est mathématique, à la règle générale que vous avez fait voter récemment lors de la modification numéro 2, à savoir R+1 maximum, accordant là aux gros promoteurs ce que vous refusez aux petits propriétaires. Voilà. C'est pour toutes ces raisons évoquées, Monsieur le maire, que nous allons voter contre ce projet. Je peux intervenir sur la hauteur. Madame Oberlin-Kens, la hauteur, elle est faite en fonction du zonage. Donc si vous voulez, là, il y aura des zones qui vont permettre du R+1 et d'autres zones qui permettront du R+2. D'accord ? Et donc, comme je disais l'autre jour, si vous voulez, nous avons fait en sorte au niveau du secteur, comment dirais-je, du village, de laisser, si vous voulez, une hauteur de R+2. Mais partout où il y a des maisons individuelles, eh ben, on a préféré, si vous voulez, limiter les hauteurs à 7 mètres. Parce que je suppose que si vous habitez dans une maison actuellement et que vous voyez apparaître un bel immeuble de 2 ou 3 étages devant chez vous, vous n'allez pas être content. D'accord ? Et tous les gens sont comme ça à Bouc-Bel-Air. Donc, on a décidé de mettre des zonages différents. Et là, on mettra les zonages qui conviendront. Et on ne fait pas profiter, si vous voulez, le promoteur. On considère qu'il faut qu'à certains endroits, on puisse mettre des immeubles un peu plus hauts. Voilà. Bien, simplement, moi, je rajouterai, Madame la conseillère municipale, que vous nous parlez de mitage, mais je suis navré, mais... Là, on a une opération d'ensemble qui d'ailleurs fait 130 logements, 90 sociaux, Monique Salomon vous l'a dit, mais 90 sociaux, on en a pour les 3 ans à venir à construire 227. Moi, j'essaie de savoir, on peut compter, il en reste encore 147 à faire. Donc ne vous inquiétez pas, on en représentera d'autres opérations où ça se fera, parce que j'ai pas envie de payer la pénalité, on la paye. Hein. Cette année, on sait comment la payer, c'est 200 000 euros. L'an dernier, on l'a pas payé parce que la communauté a donné 200 000 euros à notre place dans une opération. Donc ça, c'est une chose. Mais cette année, on va avoir à le payer. Donc budgétairement, il va falloir en prendre en plus des 290 que vos amis au gouvernement nous rajoutent en moins dans ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, en plus de ce que vos amis nous ont mis avec les TAP. Donc, vous savez, on n'a pas de leçon à recevoir au niveau budgétaire de vous. Mais par contre, là où j'arrive pas à comprendre, c'est que on vous dit qu'aujourd'hui, on a un souci. Alors, excusez-moi, je vais encore parler de ce dont nous avons hérité il y a 1 an. C'est le pôle jeunesse qui est pôle jeunesse, il y a un centre aéré, il y a une école et il y a un centre jeunesse. L'école, à ma connaissance, elle va avoir les mêmes heures que le collège. Or, pour ceux qui vous le pratiquez peut-être pas, mais moi je sais ce qu'il en est, pour les entrées et sorties du collège Georges Brassens aujourd'hui, il y a quand même une sacrée queue. Donc l'idée a été de dire, on va doubler cette route qui va affecter le collège par une autre route. Et en plus, peut-être que nous avons tort, mais en plus, c'est pas nous qui allons le payer, on le fait payer par d'autres, par un aménageur. C'est peut-être la différence aussi. Avant, l'urbanisation n'était pas faite comme ça. On ne faisait pas payer dans les 10 années qui ont précédé. Et les gens faisaient n'importe quoi. Monique Salomon vous l'a dit, combien 80 logements à l'hectare. Là, on vous propose quelque chose qui est suffisamment aéré, qui fait 30 logements à l'hectare. Donc je ne pense pas qu'on détruise, si vous voulez, l'urbanisation et l'esthétisme de Bouc-Bel-Air. Donc ça, c'est notre premier point que je voulais vous dire. Donc la concentration, elle n'est pas aussi énorme que vous avez l'air de dire. Et en plus, vous souhaitez qu'il y ait une concentration, et puis quand on vous propose quelque chose, vous dites, ah bon, on ne votera pas pour. Enfin, je veux dire, j'avoue qu'il y a une certaine incohérence de votre part, mais ça ne m'étonne pas. Sur le R+2, chère madame, sur le R+2, on n'est pas en incohérence. On a tout simplement un plan d'aménagement d'ensemble, je ne sais pas quel est le mot exact, mais tout ça, on le fait d'une manière coordonnée. Et nous avons peut-être un promoteur, c'est ce que vous semblez dire, qui va s'engraisser, c'est ce que vous semblez dire, comme il fait que des logements sociaux, et il fait très peu de logements privés, et puis un peu de primo-accession, je ne pense pas qu'il s'engraisse, chère madame. Et qu'en plus, je vous le dirai très, très honnêtement et très sereinement, c'est qu'on l'oblige à faire une voie
qui n'était peut-être pas aussi grosse à faire, avec deux bandes multifonctions de chaque côté, qui permettront, et des trottoirs, qui permettront aux vélos de progresser et de desservir pour la commune Guidrut et le pôle jeunesse et le stade de foot. À un moment donné, on a un certain nombre d'équipements publics qui ont été faits. Alors d'accord, Guidrut, ça a été fait sous ma présidence, il y a une vingtaine d'années, mais depuis on a rajouté le stade de foot, et maintenant on rajoute encore une nouvelle école. Donc à un moment donné, on va avoir des problèmes à gérer au niveau de la circulation. Notre façon que nous vous proposons, notre façon de faire, c'est de dire, écoutez, plutôt d'en avoir une, on aura 2 voies qui vont desservir l'ensemble du collège et l'ensemble des équipements sportifs communaux qui sont de notre côté. Voilà. Donc moi, je ne vois pas en quoi on fout en l'air l'esthétisme de Boubelaire, où c'est vrai que peut-être on ne va pas assez vite pour vous et d'une manière assez dense pour vous, mais ça, c'est peut-être pour ça que vous votez contre. On vous en laisse le libre arbitre, c'est votre choix et nous sommes en démocratie. Monsieur Pissot. Oui, je voudrais juste attirer votre attention qu'en fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On est très gêné sur cette modification de plus. C'est-à-dire, il y a un mois, on a fait une modification du plus, et puis brutalement, alors il y a un mois, en zone 1AU, R+1, maximum, point barre. Bon, et puis brutalement, un mois après, il y a urgence, tout d'un coup on découvre qu'il y a 130 logements qui vont se construire à Montory, que finalement il y aura du R+2, qu'il y a dans le même temps quand même le PADD qui est en cours, donc on ne sait pas encore aujourd'hui précisément quelle sera la place de Montory. On a vu qu'effectivement c'est un endroit où il y aura, comme il a été dit par l'urbaniste la semaine dernière, densification, mais dans quelle mesure, comment, etc. Donc bon, après on nous dit éco-hameau, bon, éco-hameau avec une route double voie de chaque côté, avec du chauffage électrique, bon. Là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous gêne, et donc on pense qu'un peu plus de temps aurait été nécessaire, et on pense que tout cela est bien brouillon. Voilà. Mais c'est peut-être qu'on n'a pas toutes les infos, donc on est à votre écoute. Merci. Oh, c'est pas brouillon du tout. Hein. On était classé en 2AU, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'urbanisation future, que nous savons qu'on a ce problème à gérer de desserte de nos équipements publics, le stade Guidrut et la nouvelle école au pôle jeunesse. Bon, voilà, donc c'est pas du tout brouillon. On préfère, si vous voulez, faire payer par un promoteur une voie de desserte plutôt que de la faire nous-mêmes. Soyons clairs, si on voulait la faire nous-mêmes, non seulement on l'aurait payé, mais en plus il aurait fallu avoir du terrain supplémentaire pour agrandir les routes existantes, que ce soit la Pitéas ou la rue Jean-Yves Cousteau. Bon, là, on a carrément, avec un rond-point giratoire qui sera fait au niveau de l'avenue des Noyers, c'est ça ? L'avenue des Noyers. Bon, voilà, donc c'est pas... vous cherchez des loups, il n'y a aucun loup, les choses sont normales, elles se font tranquillement. J'avais attiré l'attention là-dessus, vous n'y étiez peut-être pas, mais sur la réunion publique, si vous étiez, je crois, la réunion publique qui a été faite... réunion citoyenne au mois d'octobre, j'avais dit que là, on aurait sans doute un problème à gérer, c'est la circulation dans ce coin-là. Donc c'était au mois d'octobre, on est 4 mois après, on vous propose une opération qui est du gagnant-gagnant. La commune n'a qu'à gagner là-dedans. Elle aura des logements sociaux qui vont faire partie des 227 qu'il faut faire sur les 3 ans à venir. Elle aura une voie de desserte des équipements publics. Point à la ligne. Vous ne vouliez pas, c'est votre problème. Hein, je veux dire, moi je vous comprends tout à fait. Hein, vous n'avez pas envie de le voter. C'est vrai que vous n'avez pas trop de cohérence par moment, mais bon, ça c'est notre problème. Ben, chacun a sa cohérence. La modif du PLU concernait tout simplement la réponse à ce qu'a fait votre ami Duflot, où on voulait densifier à outrance et on voulait faire ce que nous ne voulons pas au niveau de Boubelaire. Soyons clairs. Donc on a modifié le PLU en ce sens. Que ça vous gêne, parce qu'on va à l'inverse de la loi Allure, je comprends tout à fait. Mais en tout cas, nous mettons en application ce que nous avons proposé à nos concitoyens au moment des élections. Oui.
j'entends bien, mais moi je pense qu'il n'y a pas forcément une grande cohérence entre voter quelque chose le mois dernier et voter quelque chose de différent aujourd'hui. Vous pensez que nous, on n'a pas de cohérence, chacun a sa propre cohérence. Quant à être, comment je dirais, accroché à la loi Allure, vous savez, j'ai d'autres préoccupations dans la vie. Hein. Moi, simplement, je regarde quelle est la loi, point. Mais en fait, si vous voulez, on a été obligé de faire une deuxième modification parce que dans la première modification, on ne peut pas changer, si vous voulez, une zone de AU pour la rendre constructible. D'accord ? Il faut une modification spéciale, spécifique. Et c'est la loi Allure qui l'a définie. Je vous l'ai énoncé dans la présentation de la délibération. Ah ben, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Non, mais le problème, c'est que tu as donné le numéro de la loi, mais tu n'as pas parlé du flot. C'est pour ça qu'ils n'ont pas, tilté dessus. Et d'autre part, par rapport aux hauteurs, monsieur, eh bien, il y a des zones qui sont indicées. Actuellement, vous avez du 1AU qui est indicé A, B, C. Eh bien, il y aura un 1AU indicé D qui permettra, si vous voulez, une hauteur de 10 mètres. Oui, c'est ce qu'on a. C'est l'inverse qui a été voté le mois dernier. Mais non, ça n'a pas été voté. Si. Ah ben, on a voté même. A, B, C à 7 oui. mètres. Eh ben, je lis là, R plus 1, 1 AU, R plus 1, en A, R plus 1, en B, R plus 1. Eh bien, bon. Mais il y en aura, on indicera. Oui, donc, c'est bien ce que je dis. Mais on ne pouvait pas le faire à ce moment-là, on ne savait pas. C'est vrai qu'en un mois, il est apparu un projet de 130 logements. C'est là où on hallucine un peu. Mais on ne va pas. Hein, voilà, on a donné notre avis. Il y a quelque chose qui nous échappe. On va voir, nous on prend le temps, on regardera. De toute façon, c'est pas nous qui avons les décisions. Nous ne sommes qu'une petite minorité, de plus en plus petite, certes, mais bon, on donne quand même notre avis. Mais oui. Je souhaiterais. Allez, s'il vous plaît, madame, vous me demandez la parole. Vous me demandez la parole. Autrement, on s'en sort plus. C'est possible ? Vous l'avez. Merci, monsieur le maire. Je voulais juste aussi pointer une interrogation sur les bailleurs sociaux. La dernière fois, justement, vous aviez dit que vous alliez faire appel à 3 bailleurs sociaux. Il me semble que c'est des conflits à venir, éventuellement, par rapport à la qualité de gestion entre les lots. C'est-à-dire un seul bailleur social, mais social, ça va. 3 bailleurs sociaux sur 3 lots aussi proches peuvent vraiment... ça peut effectivement, en termes de comparaison, selon les bailleurs sociaux, selon les lots, il va y avoir des disparités. Donc ça peut poser des problèmes par la suite. Mais vous avez raison, chère madame. Ça veut dire que si un fait une chose, il faudra que l'autre le fasse. Et c'est ça. Si on a un seul bailleur social, d'abord on a une concentration de 90 logements. Là, on va avoir 3 opérations de 30. Ça veut dire que monsieur X, bailleur social sur le lot A, ABC, bon, sur le A, mais ce qu'il va faire, il faudra que celui qui est sur le B, il fasse la même chose. On pourra oui, ça va faire une petite concurrence entre eux, mais nous en sommes ravis. On ne veut pas surtout de concentration où on a des grosses opérations. Ça, on n'en veut surtout pas. Ça a toujours été dans mon optique, depuis le temps où on fait des opérations de logements sociaux, il y a une vingtaine d'années, les premières sont arrivées à ce moment-là. Je n'ai jamais voulu qu'il y ait de grosses opérations. C'est impossible à gérer après. Voilà. Monsieur Bretin. Oui, bonsoir. Juste une question concernant les travaux. Est-ce qu'ils seront en phase avec le rond-point sur la Nationale 8 pour évacuer toutes les voitures de ce lotissement ? Bonne question. Bonne question. Vous parlez de Violésy ? Oui, de Violésy. Le problème de Violésy, c'est qu'on ne s'en sort pas, que je veux dire là-dessus. Il faut qu'on prenne il y a un projet qui a été fait, c'était ce qu'on appelle c'était même pas un APS, avant un projet sommaire, qui est paru dans la revue municipale. Bon, la CPA travaille là-dessus, nous aussi on travaille là-dessus. J'ai un conseiller spécial qui suit ce chantier, enfin ce dossier-là. Je peux vous dire qu'on n'a pas encore bouclé le truc. Si vous voulez, vous êtes obligé de prendre dans une propriété privée, que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'un côté, c'est 60 mètres carrés. Pour l'instant, on n'a pas l'autorisation du propriétaire. De l'autre côté, c'est un peu plus, parce que vous faites un peu riper. Bon.
Là, on n'a surtout pas d'autorisation, si ce n'est qu'il faut lui donner les droits à construire. Il ne comprend pas qu'il ne peut pas y avoir de droit à construire parce qu'on est entre la nationale 8 et entre l'autoroute. Bon, moi je veux bien. Donc on a délibéré il y a quelques mois, le conseil municipal, pour lancer une DUP, déclaration d'utilité publique. Vous savez qu'elle est donnée par le préfet, mais que pour compléter notre dossier, on ne peut pas déposer un dossier en disant on a envie que, etc. Il faut sortir un projet, on est au stade de l'APS, avant-projet, l'APD, pardon. Non, plus l'APS, l'APD, avant-projet détaillé, où on prend sur un propriétaire ou on prend sur l'autre. Et dans 2 ans, on saura que le juge nous aura permis ou que la DUP sera signée. Donc moi je veux bien, je préfère essayer de traiter à l'amiable avec un ou l'autre. Un, je sais que on ne peut plus, donc essayer de traiter avec l'autre, c'est pas facile. Voilà. C'est le problème des procédures du droit français. Quand les gens sont propriétaires, on ne peut pas leur piquer leur propriété. Ou alors il faut qu'il y ait une déclaration d'utilité publique, mais pour qu'elle y ait, il y a enquête publique, il y a un dossier qui est fait, le dossier est détaillé avec des sommes, avec ceci, avec cela, etc. etc. Voilà où on en est sur Viollézy. Donc je pense très honnêtement que il y a de grandes chances que, voilà. Parce que vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai des 3 pigeons, c'est aussi l'État, et vous verrez où on en est, je vous raconterai un peu, voilà. Merci. Autre question? Donc pas d'autres questions. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? 2 voix contre. Abstention? Non plus. Donc majorité. Je vous remercie. Alors ensuite, nous avons avance sur subvention à l'association Courir à Bouc-Bel-Air. Rapporteur Corinne Lemeu. Cette année encore, les traditionnelles boucles Bel Air seront organisées par le CABA Courir à Bouc-Bel-Air en partenariat avec la ville. À ce titre, une subvention municipale de 3 000 € est allouée au CABA, donc pour prise en charge de certains frais tels que des t-shirts, collations, etc. Ce partenariat permet également à l'association de solliciter une subvention auprès de la CPA. La course est inscrite au Challenge du Pays d'Aix et cette année aura lieu le 3 mai 2015. Toutefois, pour permettre à l'association de subvenir aux premiers paiements qui vont avoir lieu dès mars 2015, nous souhaitons leur attribuer 70% de cette subvention des 3 000 €, soit 2 100 € dès la fin du mois de février 2015. Le solde lui sera versé après le vote du budget. Cette avance sur subvention fait également l'objet d'un contrat d'objectifs établi entre la ville et l'association en décembre 2013, et ce pour une durée de 3 ans. Question à Corinne Lemeu. Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Donc, on va voir puisque vous n'avez pas voulu qu'on le voit tout à l'heure, on va voir donc le carrefour des 3 pigeons, donc dans les questions diverses. En premier, c'est l'historique en fait. Page 4. Bien, donc vous avez sous les yeux l'historique. J'ai pu représenter la commune au mois de... C'était quand? Il y a 15 jours là, le 2 février, donc il y a exactement 15 jours, dans ce qu'on appelle le comité de pilotage. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que la commune n'avait jamais siégé dans le comité de pilotage. Je rappelle que c'est l'échangeur des 3 pigeons. L'échangeur des 3 pigeons, c'est un ensemble qui fait sortie A51 Luynes sur l'autoroute en direction du nord, en direction d'Aix, en province de Marseille, et le giratoire qui est situé sur la commune de Bouc-Bel-Air, tandis que la sortie Luynes est située sur la commune d'Aix. Donc l'État est un peu le leader là-dedans. Donc 2010, ils ont fait un diagnostic, ils ont étudié en 2011 multiples solutions. D'ailleurs, il y avait 4 principales, vous le voyez sous les yeux, les feux adaptatifs, la bretelle de la Monine, la 3e voie sur l'ouvrage, et le giratoire sortie Luynes. Donc en 2012 a été choisie une solution préférentielle
qui est l'optimisation, ils ont appelé ça l'optimisation de la mounine. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est tout simplement une sortie en provenance de Marseille directement sur le giratoire de la mounine. Vous pensez bien que le maire de Bel-Air que je suis a dit il n'en est pas question que vous fassiez ce genre de choses. En fait, pour deux raisons principales. La première, c'est que, évidemment, c'est ce flot de voitures qui va arriver directement sur le giratoire. C'est lui qui va avoir priorité sur quasiment tout le monde. Et les gens qui arriveront dans l'RD 8N en provenance du château d'Albertas, des jardins d'Albertas, et je ne parle même pas de ceux qui arriveront du village via l'avenue de la Mounine, et bien ils passeront jamais. Donc c'est clair. Hein, bon. Évidemment, le problème de l'État, c'est que vous avez un empilement sur la bande d'arrêt d'urgence pour pouvoir sortir à Luynes de la 51. Et ça, il voit que ça, le reste, il s'en fout de ce qu'il y a autour. Donc, par contre, sur la sortie, il est donc... alors après, je continue, il y a donc eu les élections municipales, bon, ils ont voulu attendre, et ils parlent de consultation MOE, je ne sais pas ce que c'est, mais on arrive aux variantes. Voilà. Ils vous rappellent... Pardon ? Maître d'œuvre, voilà. Donc ils ont consulté un maître d'œuvre qui leur a peut-être dit qu'ils allaient droit dans le mur. Donc vous avez ici donc, les problèmes de l'État, enjeux multiples, supprimer ce que je vous disais, la remontée de fil sur la 51 le matin, améliorer la sécurité routière sur la RD8N au débouché de la bretelle, hein, toujours de la bretelle. Et évidemment, du coup, ils ont dit qu'il fallait améliorer le fonctionnement global de l'accès sud au pôle d'activité avec une minimisation du temps passé collectivement. C'est un peu ce que j'ai fait remarquer au niveau de la CPA. Donc maintenant, la CPA est dans le dossier, puisque je rappelle quand même que quand on voit le pôle d'activité d'Aix-en-Provence, il a 3 entrées, 2 nord, une par l'ouest au niveau de la Durane, plus ou moins un petit peu, enfin, on va dire globalement la Durane, et puis de l'autre côté, au niveau de la Pioline, par la D9 à cet endroit-là. Vous voyez que la D9, le matin comme le soir, elle est engorgée comme c'est pas possible, mais quand vous allez sur la 3e entrée du pôle d'activité d'Aix-en-Provence, c'est donc par le sud, et c'est par l'échangeur des 3 pigeons, par le giratoire que vous avez. Sur la commune de Bel-Air, un territoire dense qui attire de nombreux usagers quotidiens, vous voyez les chiffres, par la Pioline vous avez 15 000 véhicules jour, les 1000, 27 000, enfin 2700, pardon, 2700 habitants, pardon. Vous avez le nombre d'emplois sur le pôle d'activité, donc le trafic généré, vous voyez qu'on vous dit en gros que c'est une ville de 40 000 habitants. Le trafic journalier, qui est pour moi important, des voies d'accès, donc vous avez l'RD 59 qui rentre, donc c'est l'entrée sud du pôle d'activité d'Aix-en-Provence, donc vous voyez que vous avez 16 900 véhicules par jour. De l'autre côté, vous avez quand même au niveau de la RD 9 88 400 hein, qui viennent d'Aix et qui vont sur Aix. Mais là-dedans, vous avez évidemment, toujours sur la D9, les 38 000 qui vont ou proviennent de la gare TGV ou de l'aéroport de Vitrolles, quoi. Mais vous avez donc la différence entre les deux, c'est 50 000. Donc vous voyez sur la D9, les problèmes que ça peut poser. Puis vous avez ce qui est intéressant aussi, c'est en venant d'aiguille sur la RD 543, la fameuse RD 543, avec Saint-Pons, on est à 8800 véhicules jour. Et à travers Calas, on est à 6500 véhicules jour. Donc vous comprenez bien que les entrées sud, sur le nord, il y a du monde, mais la RD9 est quand même à 2 fois 2 voies. Il y a plusieurs entrées et sorties, il n'y en a pas qu'une, hein, au niveau de la RD9. Quand on part de la Gremeuse et qu'on va jusqu'à celle qui correspond à Carrefour, hein, vers Aix, vous allez avoir 3 ou 4 entrées-sorties de ce côté-là. Mais par contre, sur le sud, on a en fait 2 entrées et sorties. C'est l'échangeur de 3 pigeons ou le carrefour qui était à feu de Calas sur la RD 543. Avec le problème des gens qui sortent, comme vous avez la 51, la sortie Luynes sur la 51, qui bouchonne, et les gens sont sur la bande d'arrêt d'urgence et qui ont un problème de sécurité.
moi j'ai l'intime conviction qu'il y en a qui sortent par la sortie plan de campagne pour monter par la 543. Les chiffres qu'on voyait tout à l'heure au comité de pilotage de plan de campagne donnaient 60 000 véhicules jour à travers plan de campagne, et il y en a 40 000 qui s'arrêtent simplement. Et principalement, c'est la RD 543, donc qui monte, qui passe, qui traverse plan de campagne et qui continue sur Calas, qui est, elle, hyper bouchonnée avec, pour la petite histoire, le maire de Calas, qui a changé aussi, disait, moi je ne peux pas continuer avec un carrefour au niveau des feux en plein Calas, qui donne des remontées terribles. Je ne peux pas continuer comme ça, donc il faut absolument trouver une déviation. Et ils ont eu l'idée de faire, alors pour ceux qui connaissent, à partir du carrefour de la Gremeuse, passer derrière la station d'épuration de Calas, il y a un petit chemin là, arriver au quartier du Gué, et quand on était au quartier du Gué, eh bien on prenait la RD 60 et on arrivait à la Croix d'Or. Donc moi j'ai dit, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution, et pour Calas et pour Bouc-Bel-Air, puisque déjà on a un carrefour RD 8N, RD 60 qui nous pose problème, donc imaginez qu'on ait ça. Mais dites-vous bien qu'on a un certain nombre de concitoyens, je dis concitoyens parce que c'est pas, il y a peut-être quelques zones Bouc-Bel-Air ou quelques zones Calas, qui essaient de trouver des petites routes pour passer et pour éviter tous ces bouchons, ou parce qu'ils savent qu'ils vont passer en priorité. Donc je ne m'étendrai pas là-dessus, mais vous avez ici une idée vous voyez, vous avez 182 750 véhicules par jour dans les deux sens, en mouvement, dans l'espace Les Mines-La Durane. Alors, là où je vous rejoins, vous l'avez évoqué tout à l'heure, enfin, où je le dis, moi, on a un problème de transport en commun, et la dernière fois, je vous ai fait présenter, ou en commission plénière, je crois que je vous ai fait présenter par la CPA les améliorations qu'on va amener, mais qui, à mon avis, ne suffiront pas, soyons clairs là-dessus. Vous voyez, donc c'est l'équivalent d'une ville de 40 000 habitants. Allez, alors là, c'est intéressant. Les échanges vers Marseille qui sont prépondérants. Donc, vers Marseille, prépondérants. Ça veut dire que le matin, vous avez la queue sur la 51, vous avez la queue sur la RD 8N, et le soir, vous avez la queue dans l'autre sens, et vous le voyez, c'est la queue sur la RD 59, puis il y a une lettre, je ne sais plus quelle est la lettre, qui, à partir de carrément la fin de la 2 fois 2 voies, la rue Ampère, ils sont pare-choc contre pare-choc, bouchonnés, parce que ils sont à l'arrêt au niveau du giratoire. Vous voyez d'ailleurs que sur la RD 8N, on est à un chiffre de 649 en heure de pointe, par heure, on est en trafic horaire là, 649. Vous en avez 146 qui s'ajoutent venant du village. Donc ça fait, vous devez retrouver là au niveau des deux, vous ne les avez pas de toute manière, mais vous faites le calcul des deux, ça doit faire quelque chose comme 800 qui arrivent donc par la RD 8N sur le giratoire. Sur les 649 de la RD 8N qui arrivent au carrefour de la Mounine, vous en avez 180 qui sont sortis à Décathlon, c'est en fait au Chabot. Donc qui veulent éviter la remontée sur la 51 et l'embouteillage sur la bande d'arrêt d'urgence. Et pourquoi? Parce qu'en plus, quand ils arrivent au giratoire des Trois Pigeons, ils sont prioritaires par rapport à ceux qui arrivent de Luynes ou ceux qui sortent de l'autoroute en provenance d'Aix. Et évidemment, ceux qui sortent de l'autoroute en provenance de Marseille et qui tournent à gauche sur la RD 8N. Vous voyez? Alors vous avez donc sur intéressant aussi, vous en avez 274 qui sortent au niveau de la 51, donc en direction de la sortie, en direction donc de la zone d'activité, du pôle d'activité. Vous voyez peut-être mieux que moi là. Parce qu'il y a les 430, je ne vois pas où ils sont. Sur la sortie de l'huile. Sur l'autoroute. C'est ceux qui sortent de l'huile. Non, 430, c'est une espèce de vert foncé, mais je ne vois pas. Sortie de l'huile, pas l'huile. Ah, c'est pas 274, alors, c'est 430 alors. 274.
Mais parce qu'ils ont quand même bien fléché avec des couleurs, mais c'est pas évident. Bon, vous voyez un peu vous en avez 1920 à l'heure de pointe qui rentrent dans la zone domaine d'activité d'Aix-en-Provence, le pôle d'activité d'Aix-en-Provence, dont 45 proviennent de Marseille, 35% proviennent de Bouc-et-Simiane et 20% d'Aix, en fait, ou alors ils passent par la Durane, ou ils viennent sur l'autoroute A51, ils sortent là. Alors là, vous avez un chiffre de manifestement 162, ou alors de Luynes, où ils sont 243, ce qui veut dire qu'ils sont 400, et vous en avez 1500 qui arrivent par la AD8. Vous voyez un peu le conflit. Hein. En plus, ce sont des données juin 2010. Donc ce sont des données qui ont 4 ans et demi. Voilà, donc les temps de parcours sont extrêmement dégradés. Vous voyez qu'ils nous donnent sur l'autoroute et sortie de Luynes, ils nous donnent 1000 mètres de bouchons, 800 mètres sur la RD8N, dans un sens comme dans l'autre, enfin dans un sens jusqu'à la Mounine et dans l'autre jusqu'au giratoire des Trois Pigeons, et 500 mètres en provenance d'Aix. Alors, 3 types de solutions étudiées. Vous avez les solutions d'inversion avec la bretelle de la Mounine, je l'évacue, j'ai dit qu'il n'en était pas question. Solution capacitaire, donc avec un shunt nord et un feu de régulation. Shunt nord, ça veut dire qu'en provenance d'Aix, sur l'A51, il y aurait une voie qui sortirait directement et qui irait tout de suite, sans passer par le giratoire, sur direction sur le CD59, RD59, en direction du pôle d'activité d'Aix-en-Provence. Et puis une solution de répartition, alors qui dit un giratoire, carrefour à feu, enfin des solutions de répartition, CD de passage, ou troisième voie sur l'ouvrage. Voilà un peu les 3 types de solutions qui ont été étudiées. Alors, le plus facile, il est là, réduire le bouchon sur la RD59 à l'heure de pointe du soir. Et devinez, c'est le shunt, tout simplement, qui serait fait à partir du RD59. Vous voyez que vous avez un stockage qui est en moyenne de 268 véhicules. Et l'autre jour, je suis passé, moi, en revenant de la communauté, donc mercredi dernier, il devait être 12h15. Il y avait la queue à partir de la prison, quoi. Je veux dire, voilà. Même à midi, il y a encore la queue. Bon, là, c'est extrêmement facile à gérer. C'est un shunt, c'est-à-dire vous avez une voie qui va directement rejoindre l'entrée de l'autoroute sans passer par le giratoire, puisque de mémoire, je crois que c'est 70% qui vont sur Marseille. Je l'ai vu quelque part, en tout cas je l'ai su. Voilà, donc croyez-moi sur parole, c'est en fait 70%, donc ce qui veut dire que vous les mettez directement à l'entrée sur l'autoroute, on évite le giratoire, et là, la solution, elle est, vous voyez, elle est étudiée par le CG, elle a été retenue par le CG, et elle sera opérationnelle dernier trimestre 2016. Parce que les procédures font que, etc. Je peux vous rassurer, mes chers collègues, vous qui êtes conseillers municipaux de Bouc-Bel-Air, on n'aura pas à revoir le PLU. J'ai proposé qu'on renvoie même le PLU s'il le fallait. Je sais que trop, voilà, on pouvait peut-être un peu frôler la forêt s'il avait fallu. Personnellement, ça ne m'aurait pas trop dérangé si ça pouvait résoudre les problèmes que nous avons les uns et les autres en sortant du pôle d'activité d'Aix-en-Provence. Alors, développer la compétitivité de l'offre des transports en commun. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ça, à Mobipol, c'est une étude qui a été faite par comment ça s'appelle, une association du pôle d'activité des entreprises du pôle d'activité d'Aix-en-Provence, mais dites-vous bien qu'ils ne sont pas tous d'accord, donc ça m'étonnerait qu'on y arrive là. Donc passons à la page numéro 22. En plus, elle a 5 ans, hein, cette étude Mobipol. Développer des modes actifs, piétons et cyclistes, donc avec un schéma directeur de la ville d'Aix. C'est vrai que c'est plus... Oh non, non c'est pas grave, vous le verrez après, vous le remettrez après, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc il date d'avril 2013, avec un plan de déplacement urbain qui est celui de la communauté et qui vient
qui viennent d'être adoptés. Donc il va passer en enquête publique au mois d'avril. Faites confiance, mes chers collègues, si vous en êtes d'accord, au vice-président de la communauté chargé de l'écomobilité, délégué à l'écomobilité. Votre serviteur pourra veiller au grain. Le principe, c'est de faire en sorte qu'on ait possibilité de se déplacer, surtout dans le pôle d'activité, qu'on puisse se déplacer en vélo un peu mieux qu'on le fait aujourd'hui. Peut-être diminuer le nombre de cars qui traversent le pôle d'activité, parce qu'on a des gros bus, enfin des gros cars qui traversent, c'est pas du tout évident. Et puis faire en sorte que le vélo assistance électrique soit quelque chose de commun et de quotidien dans le cadre de ça. Et puis aussi, pourquoi pas à pied. Voilà. C'est ce qu'on appelle les développements actifs. Donc, accompagner le développement urbain planifié, alors ça, je passe là-dessus parce qu'évidemment, vous avez tout est prévu. Tout est prévu sur la commune d'Aix, hein, puisque même si le giratoire des Trois Pigeons, c'est lui qui est un peu la cause de tout ça, c'est situé sur la commune de Bouc, mais c'est essentiellement Aix qui est au nord, et avec la volonté aussi de la communauté de faire le palais des sports pour le championnat du monde de hand, le championnat d'Europe de hand qui auront lieu en 2017. Je crois que c'est un peu mal barré, enfin bon, passons. Voilà, développement urbain programmé, écoutez, là aussi, c'est l'enfant et les Trois Pigeons dont on parlait. Avec page 27, vous avez le fameux parc relais, hein, que j'évoquais tout à l'heure au niveau de la CPA, avec le palais des sports. Tout ça, c'est encore Montbéliard. C'est encore Aix, pardon. Là, c'est encore Aix, parce qu'évidemment, c'est toujours compliqué là-dedans, mais nous, on est des petits poussés par rapport à Aix, mais malheureusement, c'est nous qui prenons. Donc, ne vous inquiétez pas, on fait en sorte que ça change un peu. Hein, voilà. Donc, l'échangeur à 51, en résumé, ok, on a compris. Ça, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Ça, on recommence avec le coût et les délais, on verra tout à l'heure. Proposition des 5 variantes. Alors, chacune des variantes à construire doit apporter une réponse aux objectifs suivants. Supprimer la remontée de fil sur la 51 à l'heure de pointe du matin, puisque c'est pas le soir évidemment. Améliorer la sécurité routière sur l'ère des Huitaines au débouché de la bretelle. Donc c'est toujours encore l'État qui est le maître d'ouvrage. Et améliorer le fonctionnement global de l'accès sud de la zone d'activité le matin. On va recommencer là-dessus. Et réduire le bouchon sur les RD 59 à l'heure de pointe du soir, hein, j'en avais parlé tout à l'heure, et développer la compétitivité de l'offre en transport en commun. Alors, la première solution, la A. Vous auriez à la sortie de l'A51 sur la RD 8N, vous auriez un feu de régulation. Pardon, un feu, pas de régulation, mais un feu adaptatif. C'est-à-dire que c'est comme au Jade-Bouffan, pour ceux qui ont connu la sortie de l'autoroute au Jade-Bouffan, où il y avait à un moment donné beaucoup de problèmes, et ben on a mis un feu adaptatif. C'est-à-dire que vous avez un empilement qui se fait sur la sortie, et arrivé à un moment donné où le feu passe au vert de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir de remontée sur l'autoroute. C'est ce qu'on appelle un feu adaptatif. Et dans le même temps, sur l'échangeur, le giratoire des Trois Pigeons, qui vous est stylisé, vous le voyez là-haut, vous avez une petite barre rouge juste au sud de l'échangeur des Trois Pigeons. C'est ce qu'on appelle un feu de régulation. Et oui, parce que les gens qui arrivent dans un giratoire, vous avez priorité à gauche. Ce qui veut dire que ceux de la RD 8N auront toujours, en venant du sud, auront toujours priorité sur ceux de la RD 8N qui viennent du nord, de l'Huisne et de l'autoroute. Donc il est prévu un feu, alors ça c'est un feu de régulation quand il y a besoin, de manière à stopper les voitures pendant 20 secondes sur 60 secondes, donc avant le feu, donc ça veut dire que les gens vont un peu s'empiler, et puis boum, ça va revenir, ça va sortir de l'autre côté, et ça va revenir au vert, voilà, c'est 20 secondes sur 60. Alors même, Monsieur Gu, je ne sais pas si vous pouvez le faire,
la page d'après, c'est la 35, où là, vous avez même une vidéo. Vous pouvez la passer? On va voir. C'est-à-dire, c'est très mignon. C'est ce qu'on appelle le modélisme. C'est-à-dire, on fait des modèles et ça vous donne... on est capable, par des logiciels, de voir ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez, en bas, il est au vert. Vous n'avez pas Comme ça ne vous sonne pas en haut, en bas, il est toujours vert. Il faut appuyer sur quoi? C'est ça. On n'a pas le pointeur là, Jean-Pierre? On n'a pas le pointeur? Voilà, après vous avez compris, là, voilà. Là il est au vert, en haut il est rouge, donc ça passe, et puis à un moment donné, ça, alors là c'est vert, donc vous allez voir, en bas il va passer, en fait c'est une régulation, il ne passe pas tout de suite rouge. Ah, c'est toi qui l'as? Ah bon, voilà. Ça passe jamais rouge en bas. Alors il ne doit pas passer au rouge. Oui, mais en haut, ouais. Ah, vous êtes à 17h. Oui, c'est pas pour ça que je me dis, il n'y a pas beaucoup là, évidemment. On est en train de regarder le soir. Mais si vous en avez deux, il doit y avoir une du matin et une du soir. Voilà, ici vous avez, vous voyez le fameux shunt, regardez. Vous voyez le shunt, il est là. Donc quand vous avez le shunt, vous remarquez que la queue elle va au maximum jusque là. Alors qu'aujourd'hui elle va... Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Donc l'idée, c'est de réguler sur les 3 pigeons pour qu'on puisse, l'échangeur sur le giratoire, pour qu'on puisse sortir chacun son tour. Vous avez alors le carrefour à feu adaptatif, c'est la page 36. Vous y êtes là? 36, vous voyez, donc vous avez 2 voies qui se font à l'arrivée près de la Nationale 8, enfin la RD8N, pardon. Pour ceux qui sont à droite, direction Luynes, ça va être assez simple. Et ceux qui vont se mettre à gauche, c'est ceux qui vont repartir sur la RD8N. Donc il y a un peu de bordure, je me dirais comme ça, un peu d'infrastructure à faire, un peu d'îlot, mais on a la place, vous le voyez d'ailleurs, même au niveau du pont, on a largement la place de faire ce qu'il en est sur la sortie direction Luynes. En fait, d'après ce que je comprends, c'est un feu clignotant. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont ralentir pour voir ceux qui arrivent. Il n'y en a pas des masses. À mon avis, ça doit fonctionner comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, ils mettent 2 boucles sur la 37. Vous voyez les 2 boucles. Alors la solution B, c'est donc faire un shunt au nord et ils reviennent encore sur
la bretelle de sortie sur le giratoire de la Monine. Donc on passe, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors après, la solution c'est la sortie actuelle ne serait que direction Luynes et il ferait une nouvelle sortie ici qui permettrait de reprendre donc la RD 8N par la droite en fait. Hein, on n'aurait pas à traverser la RD 8N. Mais là, j'ai attiré l'attention sur le fait qu'il y a des maisons qui sont construites un peu dans le coin, etc. Et il y a sans doute un problème de dénivelé. Voilà. Bon. Donc l'État a dit oh oui, vous avez peut-être raison, etc. Donc à mon avis, là, c'est pas une solution qui peut être retenue. Sur le soir, eh bien, le soir, vous avez, vous voyez, c'est le shunt qui est ici. Voilà, qui coûte quand même 500 000 €, et le Conseil général s'est engagé à le faire pour, je vous le disais tout à l'heure, pour la fin 2016. Voilà, la vidéo, on l'a vue tout à l'heure. Hein, voilà. Après, pour améliorer le soir, il prévoit aussi un feu de régulation. Évidemment, c'est ceux qui viennent de là qui gênent ceux qui viennent de là, puisqu'ils ont priorité à gauche. Donc il mettrait carrément un feu pour réguler. Bon. Ce qui veut dire qu'ici, vous risquez d'avoir aussi un empilement. Moi, à mon avis, c'est pas bon, et l'histoire du shunt doit être meilleure. De mémoire, vous aurez 70% des gens qui sortent du pôle d'activité d'Aix-en-Provence, donc le soir, qui vont sur Marseille. Donc 70% qui prendront le shunt. Donc, vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, il y aura au niveau du giratoire des Trois Pigeons, il y aura un temps d'attente qui sera pas très très gros, et il y aura une remontée de fil qui se fera sur 200 ou 300 mètres, pas plus. Quoi, je veux dire. À mon avis, quand on a vu tout à l'heure la vidéo, ça doit correspondre à peu près au niveau de l'entrée du peut-être pas, ouais, plutôt du cimetière plutôt que du crématorium. Voilà. Bon, le feu de régulation de la branche nord, donc on vient de voir, il y avait même une vidéo qu'on n'a pas. Alors ça, c'est aussi un truc pas mal. Je veux dire, voilà, c'est pas mal. C'est passer plutôt. Voilà. En fait, l'idée ici, c'est donc de revoir ça, évidemment, parce que pour eux, c'est le problème numéro 1, hein, ici. Donc ils revoient un peu avec des feux, comme on a vu tout à l'heure. Et alors, le giratoire des Trois Pigeons, il transforme en un carrefour à feu et à îlot central. Prenez la page suivante, vous allez mieux le voir. Voilà. Voilà. Bon, donc moi, puis alors là, je ne vous dis rien du coup d'une telle opération. Quoi. Voilà. Je trouve ça un peu... Parce qu'en fait, vous pouvez vous engager, il y aura des tournes à droite avec des feux, tournes à gauche, machin, truc. Voilà. C'est une opération de grande ampleur qui va bouffer un espace terrible et qui va coûter les yeux de la tête. Voilà. Ça, c'est l'exemple de quelque chose qui existe. Hein. Vous avez vu, c'est pas. Vous voyez d'ailleurs que c'est pas du tout chez nous, puisqu'il n'y a pas de bâtiment d'entreprise ici à côté. Et vous avez l'autoroute, on ne sait pas où c'est, alors que normalement ça passe pas loin. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est simplement pour vous montrer ce qui existe. Voilà, la page 46, vous avez donc le récapitulatif, hein, avec les 5 variantes, donc A plus E, A plus D. A plus D, c'est avec le shunt. A plus F, c'est donc carrefour à feu adaptatif, carrefour à feu d'eau centrale, c'est ce qu'on vient de voir en dernier. Variante 4, c'est pas la peine d'en parler. Bretelle et la variante 5, c'est pas la peine d'en parler. En fait, on est essentiellement sur la variante 1 ou 2, qui sont des variantes, et à mon avis, on se tourne plutôt vers la 2. Voilà. Après, alors ça, c'est voie réservée au TC. C'est vrai qu'on est un peu demandeur, mais là, on n'est pas encore, à mon avis, parce qu'on est dans des investissements qui sont extrêmement conséquents et qui ne sont pas prêts de se faire compte tenu du coût et compte tenu de tout ce qu'on a à faire à côté.
Voilà, passez, écoutez, on passe là, donc il y a des variantes pour les transports en commun. Voilà, on peut passer directement à la page 60. Vous y êtes? Voilà. Alors, la page 60, vous avez les temps d'accès à la zone d'activité le matin. Alors, vous avez... pour la variante, ça c'est laquelle? Donc, on parlait de variante 1. Hein, on parlait de variante 1 ou variante 2. Vous voyez que les temps de parcours moyen, donc de la 51 sud vers la zone d'activité. Là, aujourd'hui, on est à 13 minutes 30. Sur la variante 1, comme la variante 2, on sera à 5 minutes 25. L'huile, en venant de l'huile vers la zone d'activité. On est aujourd'hui à 4 minutes 30. Variante 1 et variante 2, on sera à 3 minutes 30. Venant de chez nous, Bouc-Bel-Air, on est à 1,56, on passera à 2,05. Ce qui veut dire qu'on mettra 9 secondes de plus. Là, c'est la même chose. Et la 51 Nord, en allant vers donc, la zone d'activité, on était à 2,40, on diminue à 1,45. Donc en fait, les perdants dans l'histoire, ben, c'est nous. Mais en fait, on perd quelques secondes. Donc moi, je crois que là, on verra, on va passer à la finance. Où elle est. Ah oui, donc celle d'après, c'est les gains. Donc nous, on perd 9 secondes, mais tout le monde gagne. C'est jusqu'à 8 minutes, hein, c'est quand même pas rien. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir sans doute plus de monde qui passeront par là, qui iront sur l'autoroute plus loin. On aura normalement 180 qui sont à Décathlon, qui ne sortiront plus à Décathlon, qui ne traverseront plus la Hadé-Vitaine. Tout ça, c'est donc on en tient compte, parce qu'évidemment, ça fait moins de voitures sur la Hadé-Vitaine, ça pourra circuler plus facilement. Oui, c'est tous ces... Alors là, encore une vidéo avec le feu de régulation de la branche sud, mais vous ne l'avez pas. Hein, vous ne l'avez pas, celle-là là. La vidéo qui est page 64. Bon. Voilà. En plus, vous avez page 65, comparaison des variantes. Donc, évidemment, vous voyez que la 1, elle satisfait comme la 2, elle satisfait tout le monde. La 3 aussi. La 4, elle satisfait un peu moins le fonctionnement global de l'accès sud. Hein. Et la 5, évidemment, elle est un peu dans les choux. Alors voilà, vous avez ici, page 67, vous avez le coût d'une telle opération. Vous avez donc ici, sur cette variante 1, on est à 1,5 million. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré, parce que en fait, vous avez installé un peu de bordure et un peu des feux, et le plus cher, c'est les feux. Enfin, le plus cher, c'est l'infrastructure, quand vous avez à rectifier les routes. Là, ici, vous êtes à 2 millions, c'est-à-dire 500 000 de plus, c'est le shunt du Conseil général, c'est ça, là, qui sera fait par le Conseil général. Et donc, l'État doit trouver 1,5 million là-dessus, pour qu'après, vous montez à 4, 6. Je sais que l'État a 1 million au titre de la sécurité routière, ça m'a été dit par le préfet au mois d'avril quand je l'ai rencontré. Donc c'est quelque chose qui pourrait être fait et aller vite. J'ai demandé au sous-préfet quand est-ce qu'on pourrait peut-être voir ça. Donc il a demandé au service, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce qu'en fait on a maintenant changé un peu de nom, c'est les DE, voilà. Les services disent, oh là, fin 2016, ça ne paraît pas évident. Voilà. Donc voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire sur le comité de pilotage auquel j'ai participé donc, il y a 15 jours sur l'échangeur des 3 pigeons et vous dire que le dossier avance, mais qu'il avance peut-être pas assez vite à mon goût. Voilà, mesdames, messieurs, si vous avez peut-être des remarques ou des... j'ai peut-être pas été assez clair, ou je sais pas. C'est l'état du dossier aujourd'hui. Voilà. Ok.
Donc on continue les questions diverses. Alors, moi j'ai eu question de... alors là, on en a quand même 6, questions diverses. Évidemment, ça revient du groupe d'opposition. On en a 2 plus 4. Alors je vous dis tout de suite, il y en a une que je ne ferai pas. Pour la bonne et simple raison, c'est que le premier adjoint, c'est celle sur la production de repas extérieurs, etc. etc. C'est un dossier que je connais un peu, pas trop, donc le premier adjoint qui devait être là, d'ailleurs je l'ai remplacé à l'école des pères, on a réuni les parents d'élèves et les enseignants pour parler d'étapes l'année prochaine, donc je l'ai remplacé un peu au pied levé pour présider cette réunion. On en parlera la prochaine fois, on l'a remis, ça fait qu'on en a donc 5. Alors, on a une première question, essayer un peu de les condenser. Là, c'est quand même une question qui fait carrément je ne sais combien de lignes. Bon, en fait, on me dit, c'est posé donc par M. Bretin. On me dit, j'ai toujours pas eu de réponse du préfet sur le problème des bouts rouges, c'est vrai, j'ai toujours pas eu de réponse. Par contre, je peux vous dire que vendredi, j'ai réuni tous les gens concernés, les voisins, que les services de l'État étaient là. J'ai exigé que les services de l'État soient là. Il y avait donc quelqu'un de l'Adréal, suffisamment important, enfin bon, qui a pu attester sur les résultats qui ont été donnés du laboratoire qui a fait les analyses sur tous les puits. Donc ça amène maintenant des analyses complémentaires. Jusqu'à aujourd'hui, l'arrêté n'est pas levé. L'arrêté municipal qui interdit donc de servir de ces forages au puits qu'il y a, il n'est pas levé parce que j'estime que j'ai pas encore suffisamment comment dirais-je, d'informations qui me permettent de lever cette interdiction. Voilà. Donc affaire à suivre. On a décidé qu'on se revoyait. Toi tu étais parce que tu es riveraine. Alors si tu te souviens plus toi, je croyais que... Oui, je pense que c'est pas avant le mois de mars maintenant. C'est pas... Mais je sais pas, mais on a fixé une date, voilà. Donc c'est une affaire qui est suivie, ça, c'est une affaire que je ne laisserai pas passer, c'est clair. Mais c'est qu'en fait, c'est les riverains, moi j'ai Alteo et les services de l'État. Je suis un peu entre les deux. Donc, voilà, avec le cabinet. Bon, si on est plus nombreux que les riverains, je trouve ça un peu aberrant. C'est pas une réunion publique, mais si vous souhaitez, un d'entre vous souhaite y participer, je ne vois pas d'inconvénient. Moi, j'ai rien à cacher là-dessus, parce que les riverains, ils sont venus. Bon, Marie-Odile Armandon, elle n'est pas venue en tant qu'élue, elle est venue en tant que riveraine. Voilà. Donc, elle est concernée par l'arrêté municipal. Donc voilà. Maintenant, si un d'entre de l'opposition souhaite y participer, mais un seul, on ne va pas s'amuser à être extrêmement nombreux. Donc je vous dirai au prochain conseil municipal, sur le DGS, vous vous souvenez, on donnera l'information de la prochaine réunion et vous me direz qui vous voulez envoyer. Deuxièmement, vous me dites, dans le cadre de la prochaine campagne pour les élections cantonales, pouvez nous aider à éviter l'affichage sauvage qui difficile notre ville, que je partage totalement, même si c'est les biens, je l'avoue, voilà. Donc les instructions ont été données pour que ça, on arrête, si vous voulez, cet affichage tous azimuts, et après les frictions entre afficheurs, comme on a vu pas plus tard qu'hier, paraît-il. Voilà. Donc j'ai demandé à mes afficheurs qui, c'est vrai, qui étaient peut-être dans les starting blocks depuis longtemps et qui se sont défoulés dès qu'on leur a donné les affiches. Voilà. Allez, je dis ça un peu, mais en tout cas, je condamne cette façon de faire, et d'ailleurs, ça a été enlevé. Voilà. Bien, ensuite, nous avons alors 4 questions. Je ne répondrai pas donc à la numéro 3, puisque je vous ai dit pourquoi, donc on y répondra au prochain conseil municipal. Alors, vous nous dites, il apparaît de plus en plus souvent que la plage Jean Moulin est utilisée comme parking, sans qu'il y ait de raison particulière, telle une manifestation publique ou un mariage. Nous connaissons tous la problématique du stationnement dans nos communes. Toutefois, cette place, avec celle de l'hôtel de ville, réorganisée sous votre première magistrature, non, c'était peut-être sous la deuxième. Enfin, bon, voilà.
ou alors vous appelez magistrature, c'est peut-être la deuxième maintenant, non, ça doit être la quatrième élection, un truc comme ça. Donc, voilà. Pour libérer justement un espace protégé, tend aujourd'hui à remplir une fonction de stationnement sauvage du fait de son ouverture aux voitures. Pouvez nous dire si cette utilisation est un choix volontaire de la commune ou le fait d'actes d'incivilité de certains habitants qui enlèveraient les barrières? Quelle suite pensez-vous donner à cet état de fait? Simplement, moi je vous dirais que j'étais aussi surpris que vous. Donc c'est vrai, moi de mon temps, quand j'étais maire, ça ne se faisait pas d'ouvrir la place. Elle a toujours été piétonne, elle a toujours été piétonne. Bon, je comprends qu'on puisse ouvrir quand il y a une manifestation, et à la limite, laissons faire quand il y a un mariage, quand il y a une manifestation spéciale, enfin, je veux dire, quand il y a une grande réunion qui se fait ici, qu'on a des gens qui viennent de partout, par exemple de la communauté, qu'on a des services qui se déplacent de partout, je comprends qu'on le fasse. Maintenant, par contre, c'est vrai qu'il y a vraisemblablement des jeunes qui enlèvent les barrières. Alors, on m'a dit que les barrières, écoutez, elles sont un peu esquintées, qu'il faut refaire. Alors, pour tout vous dire, comment on en discutera, enfin, on évoquera ça au prochain conseil municipal, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Je ne sais pas si cette année on pourra retenir au budget la réflexion, y compris des bornes. Il y en a une qui est complètement relevée pour le marché, sur lequel les forains prennent l'électricité et les autres ne remontent pas. Il y a quand même quelques sous à mettre de ce côté-là dans la place. Malheureusement, peut-être que l'entretien n'a pas été fait en temps voulu, ou je ne sais pas, mais en tout cas, les barrières, elles sont carrément enlevées. On met des barrières de police parce que les autres ne fonctionnent plus. On ne peut pas les remettre, qu'il y avait au départ. Donc les barrières de police, quelquefois, elles sont comment dirais-je, écartées pour se mettre à l'intérieur. Je partage totalement votre remarque là-dessus. Je me l'ai été fait moi-même. On va demander un peu à la police municipale que ça soit mieux contrôlé parce que c'est pas fait pour du stationnement régulier. Voilà. Ensuite, mois dernier, une résidence d'eau polluée provenant du centre de stockage, etc. Bon, vous l'avez vu. Vous avez vu aussi, je pense que, donc je le disais tout à l'heure, j'ai signé un arrêté préfectoral. Pardon. Vous savez pourquoi je fais parce qu'en fait, je ne sais plus qui l'a dit l'autre jour. Il y a quelqu'un qui l'a dit, je crois que c'est Alteo qui a dit l'arrêté préfectoral. C'est me faire beaucoup d'odeur, mais c'est un arrêté municipal. Donc l'arrêté municipal qui interdit, et je ferai la même réponse que j'ai faite tout à l'heure. Aujourd'hui, tant que moi je ne suis pas rassuré de ce côté-là, il n'est pas question de le livrer. En tout cas, sachez une chose, c'est que la résurgence va être canalisée et récupérée par Alteo. Je me demande même si les travaux ne sont pas finis. Non, pas tout à fait. J'ai un témoin indirect. Il reste le captage à faire, mais autrement, l'idée de récupérer, de le reprendre en bas, où ils ont une station qui relève et ils retraitent au niveau de leur site, ils retraitent cette eau qui est polluée, puisqu'ils ont déjà ils récupèrent des eaux en bas de bassins, et donc l'idée est de reprendre cette résurgence et de la mettre avec celle-là pour qu'elle soit retraitée. Après, on verra sur la pollution de la nappe phréatique, ou tout au moins, peut-être pas la nappe phréatique, mais la pollution du sous-sol. Voilà. Donc, sur la question numéro 3, donc on la remet au prochain conseil. Et ensuite, question numéro 4, vous avez engagé la commune vers des modifications et la révision du PLU. À ce titre, pouvez-vous nous indiquer s'il existe pour vous une étude ou des statistiques récentes permettant de déterminer le nombre de personnes mal logées sur la commune, ainsi qu'une cartographie des logements sociaux. Dans le cadre du travail de concertation qui doit être mené, nous vous serions gré de nous communiquer, ainsi qu'aux citoyens pour leur part de la concertation, les éléments dont vous disposez sur les deux sujets. Bon, ces éléments, ils ne sont pas, ils ne sont pas secrets. Je vais vous dire, aujourd'hui, je suis à même de vous donner la liste des logements sociaux qui sont recensés sur le territoire de Vauvert au 1er janvier 2014. C'est une liste qui me provient de la préfecture en date il n'y a même pas un mois. Si, il y a tout juste un mois, puisque c'est du 16 janvier. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous donner sans problème. Je peux vous le donner, voilà. Je vais même vous le donner.
Ah non, ça c'est autre chose, c'est pas celle-là, mais je l'ai pas, voilà. Je l'ai pas, on me dit que je peux vous le donner, ben, je peux vous le donner, je vous la ferai passer demain, mais je peux vous la donner, mais on me la donne pas, donc je peux pas aller plus loin. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème, c'est pas secret hein, de ce côté-là. Vous pouvez le faire. Je peux le faire, mais je le ferai, voilà. Je le ferai pas plus tard que demain, vous ferez passer cette liste des logements sociaux et toutes les opérations. Voilà, on me dit, veuillez trouver ci-joint la liste des logements locatifs, mais j'ai beau regarder là-dedans, on travaille par courriel, c'est vachement bien le courriel. Et souvent, il y a des pièces jointes, alors on imprime le courriel, on vous le donne, mais on oublie d'imprimer la pièce jointe et vous ne l'avez pas. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, en ce qui concerne les questions diverses. J'en ai fini, je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée à tous.